Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Un seul titre et au sommaire. Moins de 48 heures après une première tuerie, les rebelles ADF ont de nouveau attaqué la commune de Manguina à Beni dans le Nord Kivu pendant une incursion nocturne. Au moins 10 civils ont été tués, provoquant la panique et de nouveaux déplacements de la population. Vous suivrez les détails dans cette édition du journal. Bienvenue. Le président Félix Tshisekedi plaide pour une nouvelle approche des investissements hydriques en Afrique. Pour le chef de l'État congolais, les financements destinés aux secteurs sociaux, en particulier à l'accès à l'eau potable, doivent être considérés comme des investissements stratégiques et non comme des simples dépenses. Suivez-le dans ses propos. Sans accès équitable à l'eau et à l'assainissement, les inégalités se creusent. Les femmes et les enfants supportent une charge disproportionnée, les territoires fragiles s'appauvrissent et les tensions sociales s'aggravent. C'est pourquoi les investissements dans l'eau ne doivent plus être considérés comme de simples dépenses sociales. Ils constituent des investissements structurants dans le capital humain, la productivité économique, la santé publique, la cohésion nationale et la paix. L'Afrique ne gagnera son pari démographique, économique, industriel et climatique que si elle gagne d'abord le pari de l'eau. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre continent se trouve pourtant confronté à un paradoxe profond. L'Afrique possède de grands fleuves, d'importants bassins hydrographiques, des lacs, des nappes souterraines, des zones humides, et un potentiel hydroélectrique considérable. Mais des centaines de millions d'Africains demeurent privés d'un accès sûr et durable à l'eau. Plus de 400 millions de personnes sur notre continent éprouvent encore des difficultés à disposer de l'eau nécessaire à leur vie quotidienne, tandis que plus de 800 millions ne bénéficient pas de services d'hygiène de base. L'irrigation reste insuffisamment développée. Les capacités de stockage ne répondent pas à l'ampleur des besoins. Les réseaux urbains sont souvent incomplets ou vieillissants. L'assainissement accuse un retard préoccupant. Une part importante de notre potentiel hydroélectrique demeure encore inexploitée. Autre chose dans cette édition du journal, la République démocratique du Congo a dépêché un émissaire spécial à Gitega, porteur d'un message officiel du président Félix Tshisekedi. Le ministre de l'Intérieur régional Floribert Anzoulouni a été reçu par le président burundais Evariste Ndayishimiye au cœur des échanges, la situation sécuritaire dans l'Est et le renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Bujumbura. Suivez. Le président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, Evariste Ndayishimiye, a reçu en audience ce mercredi 15 juillet 2026 au palais présidentiel de Gitega. Floribert Anzoulouni, ministre de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo, agissant en qualité d'envoyé spécial du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre congolais était porteur d'un message officiel du chef de l'État destiné à son homologue burundais. Cette rencontre de haut niveau s'inscrit dans les cadres de consultations diplomatiques menées par Kinshasa avec les pays de la région afin de renforcer la coopération en matière de paix et de sécurité. Au cours des échanges, les deux personnalités ont passé en revue l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, où les défis liés aux groupes armés continuent de préoccuper les autorités congolaises et les partenaires régionaux. Les discussions ont également porté sur les mécanismes de coopération entre la RDC et le Burundi, notamment dans le domaine de la sécurité, de l'intégration régionale et de la stabilité des frontières communes. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre les efforts conjoints pour faire face aux menaces sécuritaires et promouvoir une paix durable dans la région des Grands Lacs. Toujours dans cette édition du journal, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani Louko Biango, a reçu le 14 juillet dernier le rapport de synthèse des travaux de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC
COPAP RDC. Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'importance de la stabilité des institutions provinciales et de la mise en œuvre des recommandations issues des assises pour renforcer la gouvernance et la décentralisation à travers le pays. Les détails avec Santiche Malungo. Les rapports de synthèse des travaux de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC a été officiellement remis au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, le mardi 14 juillet. Ces documents reprend les principales recommandations formulées au cours des assises consacrées à la gouvernance et à la stabilité des institutions provinciales. Pendant plusieurs jours, le président de 26 assemblées provinciales ont échangé sur les défis liés à la décentralisation, au fonctionnement des institutions provinciales, au contrôle parlementaire ainsi qu'au développement de la base. Les travaux ont également permis d'identifier des pistes de réforme visant à renforcer l'efficacité des organes délibérants. Pour le président de la COPAP RDC, Papi Matenzolo Diatezoa, cette rencontre a permis de dégager des recommandations concrètes destinées à la gouvernance des provinces et à consolider la stabilité institutionnelle. Nous devons savoir que depuis l'avènement du vice-premier ministre, ministre intérieur, nous avons été toujours conviés à participer à des réunions de conférences des gouverneurs. Et cela par rapport aux orientations du président de la République concernant la stabilité des institutions provinciales. C'est dans ce cadre-là que nous avons senti son accompagnement depuis les premiers jours à Kalemi jusqu'à l'avant-hier quand nous avons tenu notre conférence des présidents, une session extraordinaire. Il a été là dès le début, il a participé aux ateliers et il est venu pour conclure. Nous avons estimé que nous devons venir en tant qu'humains lui remercier de cet accompagnement, mais aussi lui remettre solennellement la synthèse des rapports de nos recommandations et des assises-là. C'est ce que nous avons fait ce soir. En recevant ces rapports, le vice-premier ministre Jacquemaine Chabani a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner les provinces dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a en outre insisté sur la nécessité de préserver un climat de collaboration entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales, estimant que la stabilité institutionnelle constitue un préalable indispensable à la mise en œuvre des politiques publiques et au développement des provinces. Le gouvernement entend désormais examiner les recommandations issues de la COPAP RDC afin d'en assurer le suivi et de renforcer davantage le fonctionnement des institutions provinciales au service des populations. Abordons cette fois-ci la question du droit en RDC. L'avocat Hervé Diakiès tire la sonnette d'alarme sur ce qu'il présente comme une grave dérive de l'état de droit en République démocratique du Congo. Il affirme que des arrestations arbitraires, des disparitions forcées et des actes de torture sont commis à Kinshasa dans un climat d'impunité, appelant les autorités à faire toute la lumière sur ces allégations et à garantir le respect des droits fondamentaux. Suivez. Le président Tshisekedi a une milice qu'on appelle des forces du progrès qui est armée de machettes d'une part, mais il y a d'autres membres de cette milice qu'on dote des tenues militaires. Il y a le fait d'aller procéder à un recrutement ethnique en milieu de ses origines ethniques, mais en le motivant par les secrétaires généraux de son parti que c'est nécessaire pour défendre le pouvoir de leurs frères. Donc tout ça démontre déjà que nous n'avions plus affaire à des forces républicaines, mais à une sorte de dérive ou de chercher à dévoyer la mission républicaine de l'armée et de la police au service d'un pouvoir et d'un parti. À telle enseigne qu'on pouvait aujourd'hui comprendre pourquoi il y avait autant de sauvagerie dans la répression même des manifestations de l'opposition, parce que nous n'avions pas affaire à une police républicaine ni à une armée républicaine, mais nous avions affaire à des unités politiques en tenue de police qui d'ailleurs fraternisent avec les milices de ces mêmes partis, donc qui ne dispersent plus une population, mais qui s'attaquent à des adversaires politiques. Donc ça, c'était déjà des éléments de similitude. Et par ailleurs, l'impunité est la même.
chez Duterte au nom de la drogue, on arrête, on torture, on fait disparaître, il n'y a pas un accès à l'avocat. Aujourd'hui à Kinshasa, on sait que les forces du progrès ont des lieux de détention qui sont les leurs. Ils arrêtent qui ils veulent, ils menacent même les autorités. Et en dehors de ça, il y a des services parallèles qui kidnappent des opposants. Plusieurs opposants sont kidnappés par des gens cagoulés, n'ont pas accès aux avocats, n'ont pas accès à la famille. C'est des éléments documentés et qui encore se passent. Il y a effectivement la connivence extraordinaire entre les circuits officiels et ces forces parallèles. Donc, ils agissent des concerts, apparemment fraternisent, apparemment collaborent. Et enfin, un dernier élément, parmi tant d'autres, l'impunité. Nous l'avons annoncé dans le sommaire, moins de 48 heures après une première incursion meurtrière, les rebelles des Allied Democratic Force, ADF, ont de nouveau frappé la commune de Mangina dans le territoire de Beni au nord Kivu. Au moins 10 civils ont été tués lors d'une attaque nocturne, ravivant la peur au sein de la population et provoquant de nouveaux déplacements. Elvi Kazadi pour les détails. La commune de Mangina, située dans les territoires des Beni au Nord Kivu, a une nouvelle fois été la cible d'une attaque attribuée aux combattants des Allied Democratic Force, ADF en sigle. L'assaut, survenu dans la nuit du mercredi au jeudi 16 juillet, a coûté la vie à au moins 10 civils, selon des sources locales. D'après les premiers témoignages, les assaillants ont simultanément investi les quartiers Makulu et Malipizo. Profitant de l'obscurité, ils ont attaqué les habitants à l'aide d'armes blanches et d'armes à feu avant de se replier. 9 corps avaient été déjà retrouvés et identifiés au moment de premières opérations de secours, tandis que les recherches se poursuivaient dans les zones où les assaillants se seraient retranchés. Le président de la société civile de Mangina, Kakule Vunyatsi, précise que le bilan reste provisoire. Il fait également état d'importants dégâts matériels et appelle les forces de défense et de sécurité à renforcer leur présence sur le terrain. Les détonations d'armes ont résurgi vers 18h locales. Mangina devient la cible de l'ennemi et nous appelons les forces armées à poursuivre les assaillants dans leur retranchement. Que les forces armées organisent des patrouilles de combat pour arrêter cette hémorragie sécuritaire, a-t-il déclaré. Cette nouvelle attaque porte 14 le nombre de civils tués en seulement 48 heures dans la commune de Mangina, théâtre d'une recrudescence des violences attribuées aux ADF. Face à cette détérioration de la situation sécuritaire, de nombreux habitants abandonnent leurs habitations. Les déplacements concernent aussi bien les quartiers périphériques que les centres de Mangina, les populations cherchant refuge dans des localités jugées plus sûres. Cette succession d'attaques relance les inquiétudes sur la capacité des groupes armés à poursuivre leurs incursions malgré les opérations militaires en cours dans la région des Beni. Les habitants réclament une intensification des patrouilles, des jours comme des nuits, afin de mieux protéger les civils et prévenir de nouvelles tragédies. Direction dans la capitale congolaise. Hier, mercredi 15 juillet, la task force de Félix Tshisekedi a officiellement lancé sa vaste opération de salubrité publique à Kinshasa, le district de la Tchangou, zone particulièrement touchée par l'insalubrité, a été choisi comme point de départ stratégique pour redonner à la capitale son éclat d'antan. Suivez. À la manœuvre de cette cellule d'urgence, on retrouve une figure de rigueur, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Connu pour sa discipline de fer et son sens de l'organisation, le haut gradé pilote une force d'intervention au profil particulièrement symbolique. La main-d'œuvre mobilisée en première ligne est constituée d'éléments du service national. Il s'agit pour une large part d'anciens Koulouna ex-bandits urbains entièrement rééduqués et réinsérés. Aujourd'hui qualifiés de bâtisseurs de la nation, ces jeunes formés aux métiers civils et civiques troquent leur passé tumultueux contre des balais, des pelles et une mission citoyenne salvatrice pour la communauté. Sur le terrain, les moyens déployés démontrent l'ambition des autorités de ne pas faire de cette initiative un simple effet d'annonce. Pour cette première phase opérationnelle à la Tchangou, la task force a sorti des grands moyens logistiques.
34 camions bennes de 30 tonnes pour l'évacuation massive des charges sauvages, 20 véhicules tout-terrain 4x4 destinés à la supervision et à la coordination des équipes dans les zones d'accès difficiles, 50 motos neuves allouées aux agents de liaison pour assurer un maillage rapide et fluide du district. Ce déploiement marque le début d'une course contre la montre pour assainir les grandes artères et les quartiers enclavés de Kinshasa sous l'œil attentif d'une population qui espère des résultats durables. Poursuivons avec cette édition du journal. La dispersion policière d'un sit-in de médecins à Kinshasa illustre les tensions liées à la grève des hôpitaux publics. Les praticiens réclament une prime de risque de 1,8 million de francs congolais face à des négociations entre le gouvernement et le SINAMED dans l'impasse. Suivez les détails. Face à ce qu'ils qualifient d'inertie des autorités, les principaux syndicats du secteur ont déclenché un mouvement de protestation d'envergure. Le syndicat national des médecins SINAMED a massivement mis à exécution son mot d'ordre d'opération « Hôpitaux sans médecins ». Cette action vise à paralyser le système sanitaire public pour contraindre le gouvernement à aligner les fonds nécessaires. Pour l'instant, les effets de ce débrayage se font lourdement sentir dans les grands centres urbains. Dans la capitale, les structures sanitaires tournent au ralenti. Les prestations y sont désormais limitées à la prise en charge exclusive des cas d'extrême urgence. Les consultations de routine et les interventions chirurgicales non urgentes sont suspendues. Une exception humanitaire majeure a été décrétée pour les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ces dernières sont formellement exclues de la cessation d'activité. Ces zones font actuellement face à une résurgence critique du virus Ebola. Les syndicats refusent d'y fragiliser la riposte sanitaire et le suivi des populations vulnérables. Sur le plan politique, l'impasse reste totale. Les appels répétés au dialogue social se multiplient dans les médias nationaux. Les médiateurs tentent de rapprocher les deux parties pour éviter un drame sanitaire de grande ampleur. Pourtant, le fossé demeure béant entre les revendications financières légitimes des médecins et les contraintes de l'enveloppe budgétaire présentée par le gouvernement. Direction au centre de la République démocratique du Congo, un message fort d'unité et de paix. Après 600 km déjà parcourus à vélo, le cycliste Miguel Massaïsaï de l'initiative Pedals for Peace a été accueilli en héros. Des centaines de jeunes, des autorités, une caravane jusqu'à la place de l'indépendance. Le reportage de Solène Toumba-Moufika depuis la ville de Kananga. Kananga a vibré ce jour au rythme de la paix. Loin d'être une simple arrivée sportive, l'entrée du cycliste de l'initiative Pedal for Peace dans la ville de Kananga a pris la dimension d'un véritable symbole national d'unité et de fraternité. À plus de 30 km de la ville de Kananga, des centaines de jeunes ont bravé la distance pour accueillir le messager de la paix, Miguel Massaïsaï. Tout au long de son parcours, un seul slogan scandé avec ferveur dominé: nous voulons la paix. Arrivé hier tard, Miguel Massaïsaï a été d'abord reçu ce mercredi par le président du Conseil provincial de la jeunesse, avec qui ils ont discuté au sujet de ce message de la paix qu'il porte de Goma vers le Maroc. Après cet entretien avec le président du Conseil provincial de la jeunesse, l'athlète a été reçu également par le ministre provincial de la jeunesse, Honoré Joukaiwa Fanganaï. Au sortir de cette audience, Miguel Massaïsaï parle de son parcours avant de livrer un message au centre kassaïen. Premièrement, l'année passée, j'ai complété une très longue distance à vélo, de Goma jusqu'à Cape Town, en Afrique du Sud. Et rejoindre Rabat, ce sera comme faire le tour de l'Afrique du Nord vers le Sud à vélo. L'objectif principal, c'est de faire la promotion de la paix et de l'unité de la jeunesse dans notre pays. Le message que j'ai à la jeunesse centre kassaïenne, c'est d'être unis, ne soyez pas divisés pour la paix durable et dans notre pays. Les organisateurs de la structure socio-culturelle Kananga Mood qui ont organisé son accueil sont heureux ce jour de voir ces jeunes à Kananga quittant Goma pour le Maroc. Monsieur Mathieu parle ici au nom de la coordination Kananga Mood. Nous sommes très contents, nous Kananga Mood, en tant que structure socio-culturelle, recevoir un ambassadeur de paix comme Miguel Massaïsaï, qui a fait le tour, s'il vous plaît, de Goma
Kananga en passant vers Kinshasa, prolongement jusqu'au Maroc, à Rabat. C'est quelque chose pour nous. Pression à l'unité, pression à la paix. Pour sa part, le ministre provincial de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Honoré Jokayoa Fanganaï, a remercié toute la population du Kassai central pour l'accueil réservé à ces jeunes Congolais. Je vous dis sincèrement merci pour votre accueil réservé à notre jeune Miguel Massaïsaï. Cela prouve que notre province a besoin de la paix également. Continuez à faire ainsi pour tout autre visiteur qui veut rester avec le peuple centra-kassaïen. Il faut le dire, Pedals for Peace est une initiative citoyenne qui traverse la République démocratique du Congo à vélo pour promouvoir la paix, la cohésion nationale et l'unité du peuple congolais. Parlons à présent sport avant de refermer cette édition. Petro Atlético de Luanda chez les dames et Étoile du Congo de Brazzaville chez les messieurs ont été champions d'Afrique de handball à Kinshasa. C'est à l'issue de la 42e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe et de la super coupe de handball disputée au gymnase jumelé du Stade des Martyrs. Retour sur cette journée de clôture de ce championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe avec Marc Lemba, notre envoyé spécial depuis la capitale de la République démocratique du Congo. La 42e édition du championnat d'Afrique de clubs vainqueurs de coupe a livré son verdict au terme de finale dans les deux versions, disputées au gymnase jumelé du Stade des Martyrs de Kinshasa. Deux finales chez les dames que chez les messieurs, marquées par l'intensité, le spectacle et une forte mobilisation du public kinois. Petro Atlético de Luanda d'Angola a confirmé son statut de favori après sa victoire devant Otoyo de la République du Congo, 32 contre 27, sacré champion de cette 42e édition du championnat d'Afrique de clubs vainqueurs de coupe de handball féminin. Chez les hommes, la finale a tenu toutes ses promesses. Étoile du Congo de Brazzaville a été sacrée championne après une victoire serrée et méritée face aux Camerounais de FAP sur le score des 19-16. Du côté des équipes de la RDC, GSK de Kinshasa a terminé cette compétition à la 3e place chez les hommes et Héritage vainqueur chez les dames occupe également la 3e place. Au-delà de l'aspect sportif, cette édition 42 du championnat d'Afrique de clubs vainqueurs de coupe restera gravée dans le mémoire pour la qualité remarquable de son organisation. Responsables, officiels, entraîneurs et délégations saluent unanimement le travail accompli par le comité d'organisation dirigé par Amos Mbayo Kitenge, également président de la Fédération de handball de la République démocratique du Congo. Les infrastructures, l'accueil de délégations, la logistique et le bon déroulement des rencontres ont largement contribué au succès de l'événement. Cette reconnaissance confirme la capacité de la République démocratique du Congo à organiser avec succès des compétitions sportives continentales de grandes envergures. Kinshasa s'impose comme une référence pour le handball africain, tout en mettant en valeur le potentiel du pays dans l'accueil de grands événements sportifs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce journal est terminé, mais tout d'abord, voici le rappel des titres. Moins de 48 heures après une première tuerie, les rebelles ADF de nouveau attaquaient la commune de Mangina à Beni dans le Nord Kivu pendant une incursion nocturne.
Au moins 10 civils ont été tués, provoquant la panique et de nouveaux déplacements de la population. Vous avez suivi les détails dans cette édition du journal. Fin complète de cette édition du journal. Merci à tous de nous avoir suivis et restés avec nous.